Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mistral TV pour une nouvelle émission Patrimonie. Et aujourd'hui, je me trouve dans un lieu phare de la Drôme que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit du palais idéal du facteur cheval. Laissez-moi à présent vous conter l'histoire de ce facteur pas comme les autres et de son œuvre. Il était une fois un palais extraordinaire. Niché au cœur de la comté de Haute-Rive, ce palais faisait l'émerveillement des petits et grands, tant il regorgeait de 1001 trésors. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'il avait été bâti par un seul homme. Dans le hameau de Charmes-sur-l'Herbasse se trouvait un facteur pas comme les autres. Il vivait au XIXe siècle, époque d'une grande misère. Sa famille, d'origine paysanne, n'était pas bien riche, et il fréquentait peu l'école. Mais il détenait quelque chose d'encore plus précieux, une imagination sans limite. Un jour, alors qu'il rentrait de sa tournée quotidienne, il buta contre un étrange caillou. En observant ce caillou, sa créativité jusqu'alors en sommeil se réveilla. Il décida alors de consacrer le reste de sa vie à réaliser son rêve, celui de bâtir un palais idéal. Il est alors âgé de 43 ans lorsqu'il s'engage dans cette quête impossible, quête qu'il mènera pendant plus de 30 années. Allons maintenant à la rencontre de Marie-Josée Georges qui va nous conter l'histoire de ce palais. Nous sommes à présent en compagnie de Marie-Josée Georges, directrice du palais idéal du facteur cheval. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Alors vous êtes directrice depuis 6 ans, c'est bien ça? Tout à fait, je suis là depuis 6 ans au Palais Idéal. D'accord, et qu'est-ce qui vous a attiré ici, sur ce site? Alors, ce qui m'a attiré, c'est évidemment d'abord le lieu, parce que c'est un lieu qui est sublime, qui est un véritable hymne à l'imaginaire, à la nature. Et puis c'est l'histoire qui va avec, parce qu'elle est quand même assez invraisemblable, l'histoire de ce facteur. De Ferdinand Cheval. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait. vous pouvez nous dire un peu sur Ferdinand Cheval et sur son œuvre? Alors Ferdinand Cheval, il faut imaginer d'abord que c'est un facteur rural, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé et qui a commencé à construire son palais idéal à l'âge de 43 ans, ce qui est quand même assez fou. Il a construit ce palais sans règles d'architecture, sans connaissance de la maçonnerie. Et il dit finalement, si la nature fait de la sculpture, je vais me faire maçon et architecte. Et hop, le voilà qui se lance dans une construction invraisemblable, qui fait quand même 12 mètres de haut, 26 mètres de long, 11 mètres de large. C'est quand même assez génial. Et c'est un lieu qui est un véritable hymne à la nature et à la création. Oui, parce qu'en effet, on remarque ici l'architecture, elle est très spéciale et elle est très riche. On peut remarquer qu'il y a de nombreuses influences qui sont un peu disséminées un peu partout, comme vous disiez, à la nature, mais aussi à la religion. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des différentes influences qui ont guidé le facteur cheval dans cette fondation? Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il a d'abord été inspiré par cette nature qu'il traverse tous les jours. Il faut imaginer qu'il livre son courrier, donc il parcourt entre 30 et 40 km à pied par jour dans la nature. Donc c'est d'abord un hymne à la nature et ce palais au départ il l'a appelé le temple de la nature. Il est également inspiré par les premières cartes postales qu'il distribue, des cartes postales à une époque où on découvre les temples d'Angkor, où on découvre des cartes postales de chalets suisses, de dromadaires, d'éléphants. Voilà, ce sont des cartes qui nous font découvrir le monde. Et on découvre le monde donc à cette époque. Tout à fait. Et enfin, c'est aussi sa source d'inspiration, ce sont les magazines illustrés, ce qu'on appelle les almanachs qu'il distribuait à l'époque. Et dans ces magazines, il y avait des tas d'illustrations. Et voilà, il s'est également inspiré à la fois des illustrations, des textes, des citations, parce que le palais est bardé de petites citations. Oui. Et il y a plein de petites citations qu'on retrouvait dans ces magazines de l'époque. D'accord, qui vont lui donner donc beaucoup d'idées et qui vont encore alimenter son imaginaire. Là, nous nous trouvons au milieu de son potager, il me semble, c'est bien ça? Alors à l'époque, effectivement, c'était son potager et c'était une époque où on faisait pousser des légumes et on faisait sortir les pierres. Lui faisait l'inverse, il enlevait les légumes pour faire rentrer les pierres. Oui. Donc on l'a pris évidemment pour un fou. C'est pour ça qu'il a construit ce mur d'enceinte pour se protéger aussi du regard moqueur des voisins qui l'aurait interné. Il a planté ce qu'on appelle par exemple des aloès qui donnent un petit côté exotique au jardin. On est vraiment sur une végétation qui va assez bien avec le lieu. Des sapins aussi pour se couper du regard extérieur, parce que ce qui est intéressant dans le sapin, c'est qu'il ne perd pas ses feuilles, donc il s'est vraiment coupé dans ce jardin intérieur. Il s'est créé un peu sa bulle. Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait.
Et de quelle façon il a construit alors ce palais? Comment est-ce qu'il a commencé? Alors il a commencé par ici, par la source de vie, donc qui est au centre du monument. Il a commencé par la source de la vie, il a continué comme ça. Il a monté cet invraisemblable temple égyptien et pour équilibrer son monument, il a ensuite construit les 3 géants, Jules César, Vercingétorix et Archimède. Et en fait, il a passé 20 ans à construire cette gigantesque façade. Ensuite, on ne sait pas s'il avait imaginé que son palais soit un palais en volume, qu'il a construit un gigantesque bas-relief. Et ensuite, il a acheté le terrain du voisin 3 fois son prix sur toute sa longueur, finalement pour donner une tridimension à son palais idéal. Donc en fait, il a commencé à construire et petit à petit, il lui est venu d'autres idées. C'était pas prévu dès le début qu'il fasse exactement comme ça. Ah ben, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Ce qui est formidable, c'est qu'ici, on voit bien à quel point c'est sans doute la façade la plus baroque. C'est la façade par laquelle il commence, la façade la plus baroque. Et en même temps, celle où cohabitent des tas de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On voit de l'autre côté, sur la façade ouest, que c'est beaucoup plus structuré, avec des colonnes. On est plus dans l'idée de palais, de château. Alors que là, c'est un espèce de foisonnement d'un bestiaire, de végétation, de figures légendaires. Voilà. Et il a semblé comme un gigantesque collage, cette grande façade. Donc je ne suis pas certaine qu'il ait pensé. En fait, au gré sans doute de ce qu'il voyait, il amenait des éléments. Petit à petit, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le musée, il y a un dessin unique de l'œuvre du facteur Cheval. Donc quand on prend le dessin, qu'on se met devant cette façade, il y a des ressemblances, mais c'est sans doute un dessin qu'il a réalisé, non pas au début, mais pendant l'étape de la construction. Pour voir après ce que ça allait donner. Voilà, et je pense que les idées finalement lui venaient au gré de la construction. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est construit avec quelle matière en fait? Alors on nous dit souvent, mais c'est plein de galets. Non, il y a tout sauf du galet, parce que le galet est trop lisse et le mortier ne tient pas. Donc il ramasse des pierres le long de ses tournées de facteurs qu'il ramène dans son potager à la nuit tombée. Donc on a surtout de la pierre molasse, c'est typiquement ce qu'on va trouver par ici, là, voilà, qui est une pierre avec un fort grain. Et sur ces pierres, il va assembler cette pierre en fait avec du mortier de chaux. Donc on a beaucoup de pierres molasses, beaucoup de mortier. Sur cette façade est, beaucoup plus de pierres pour l'instant, parce qu'il est assez en forme. C'est l'étape du démarrage. Et donc il charrie beaucoup de pierres. Sur la façade ouest, tout à l'heure, on verra, on a beaucoup plus de mortier et moins de pierres, parce qu'il était sans doute plus fatigué et il faisait plutôt du mortier sur place. Unique au monde, le palais idéal a inspiré de nombreux artistes durant plus d'1 siècle, à l'instar d'André Breton qui le considéra comme le précurseur de l'architecture réaliste. Il lui rendra d'ailleurs hommage en 1932 en lui dédiant un poème intitulé « Le revolver à cheveux blancs ». Par la suite, Jean Dubuffet confiera estimer que l'œuvre était un pionnier de l'art brut. Mais l'œuvre n'a pas toujours fait l'admiration de tous. En effet, elle a connu des détracteurs qui ont désiré sa destruction, et c'était le cas notamment de plusieurs fonctionnaires du ministère de la Culture en 1964, dont l'un d'entre eux déclara « Le tout est absolument hideux, un affligeant ramassis d'insanité qui se brouillait dans une cervelle de rustre ». C'était sans compter sur André Malraux, qui faisait partie de ce ministère à cette époque, et qui, malgré les polémiques et les difficultés, a réussi à le faire classer monument historique en 1969. Ainsi, il dira du palais que c'est le seul exemple en architecture d'art naïf. L'art naïf est un phénomène banal, connu de tous, mais qui n'a pas d'architecture. En un temps où l'art naïf est devenu une réalité considérable, il serait enfantin de ne pas classer, quand c'est nous, Français, qui avons cette chance de la posséder, la seule architecture naïve du monde, et attendre qu'elle se détruise. Pour vous, qu'est-ce qui fait que cet endroit est aussi extraordinaire au point que André Malraux a tout fait pour le protéger, mais aussi au point qu'il a énormément influencé d'autres artistes par la suite? Alors ce qui est extraordinaire ici, et c'est vraiment ce que disent les artistes du facteur Cheval, c'est ce qu'on appelle la quête de l'œuvre d'art totale. C'est cette histoire d'un homme qui va aller jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses idées, malgré les moqueries, malgré la fatigue, malgré
il parle de la douleur aussi en construisant cette œuvre. Il dit « De mes peines, nul ne saurait jamais. De nuit comme de jour, j'ai charrié des pierres. » Enfin, il y a une douleur à la fois physique et une espèce de... Et une douleur mentale aussi. Oui, oui, oui. Et puis un acharnement à aller jusqu'au bout, une espèce d'obstination, quoi. Et il y a cette idée d'un rêve obstinément, quoi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même la quête de tout artiste. Et donc c'est vraiment, à mon avis, l'élément qui fait que n'importe quel artiste, dans des domaines très pluridisciplinaires, hein, que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques, que ce soit reste émerveillé, que ce soit en architecture, reste émerveillé devant cette œuvre. Et ça commence d'abord en 1936, quelques années après sa mort, par les surréalistes, et notamment André Breton qui passe par ici et qui a un choc en voyant cette œuvre et qui finalement est amené sans doute à se dire mais nous les surréalistes qui imaginons la création, enfin qui prônons la création inconsciente, finalement on n'a rien inventé. Ce facteur cheval, il fait déjà du collage automatique invraisemblable. Donc ça devient d'abord un lieu de pèlerinage des surréalistes. Et quand on dit des surréalistes, c'est des gens comme Pablo Picasso. On a un hommage de Pablo Picasso au Palais Idéal. On a une photo de Pablo Picasso et Paul Éluard au Palais Idéal qu'on a retrouvé il y a 2 ans à peine. Et ensuite, dans les années 50, il y a eu le courant de l'art brut avec Jean Dubuffet. Et ensuite, paf, on a décidé que, ou en tous les cas, prôner l'idée que le Palais Idéal était la référence mondiale de l'art brut. Et en 69, André Malraux, lui qui était premier ministre de la Culture, lui décide de le faire classer. Alors tout le monde crie au scandale. On a quand même parce que les ministres à l'époque de la culture étaient contre en fait. Tout à fait. Ils considéraient ça comme une abomination en fait. Tout à fait. Ils ont dit texto, on ne va quand même pas classer quelque chose sorti de la cervelle d'un rustre. Vous imaginez? Oui. Et André Malraux dit c'est la seule architecture naïve au monde. C'est nous en France qui l'avons. Le courant du naïf est formidable et très en vogue. Donc il faut absolument le protéger. Il faut le protéger. Et une protection, c'est important, enfin un classement, c'est important, parce que ça veut dire que c'est, voilà, on dégage du budget pour protéger un lieu. Et qu'il est reconnu aussi, en étant une œuvre artistique. Tout à fait, alors qu'à l'époque de Malraux, on ne classait que les cathédrales, que des œuvres d'art reconnues, et le palais était une curiosité avant d'être une œuvre d'art. Plusieurs mouvements artistiques se sont appropriés ce palais en déclarant qu'il appartenait à leur propre courant. Tout à fait. Et ce qui est formidable, c'est que c'est des tas de mouvements, finalement, qui pourraient avoir des liens, qui pourraient ne pas en avoir. Et c'est pour ça qu'on dit que le palais est une œuvre inclassable, parce que finalement, tout le monde l'arrange dans des courants très différents. Et tout le monde la veut pour soi. En fait. Voilà, et aujourd'hui, moi, c'est assez drôle, hein, je reçois des demandes d'artistes qui propose des projets pour la Biennale d'art contemporain de Venise, qui est quand même le summum du rendez-vous de l'art contemporain, et qui propose des projets autour du Palais Idéal. Voilà. Et finalement, ce facteur cheval, il est finalement intemporel, inclassable, et puis toujours à la mode. C'est ça quand même qui est assez extraordinaire, parce que il inspire des artistes qui sont très différents. Oui, tout à fait, que ce soit du contemporain au surréaliste, à ce qu'on veut. Ça revient à cette notion de l'œuvre d'art totale, voilà, qui parle. Que l'on soit quelqu'un de cultivé, que l'on soit pas cultivé, voilà. Ça parle à tout le monde et c'est toute la magie aussi de ce lieu, quoi. Là, on voit bien à quel point on est beaucoup plus dans quelque chose de moins foisonnant, de moins collage que l'autre côté, puisqu'on a déjà des colonnes, on a beaucoup de mortiers partout, c'est plus structuré. Et en même temps, ce qui est assez dingue, c'est qu'il nous est planté une mosquée, enfin, on est en 1900, il plante une mosquée dans son potager, c'est la lutte totale, quoi. Alors, il y a une des citations, on n'en a pas parlé, mais dans les citations qui sont magnifiques ici, il y a une citation qui est extraordinaire et qui est ultra contemporaine, c'est « Les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident ». Ils ne parlent pas des peuples, ils parlent des fées, c'est quand même fou, quoi. Voilà. C'est vraiment, oui, très très créatif. Oui, tout à fait. Dans l'imagination.
Alors là, on se trouve devant un échafaudage qui a été utilisé lors du tournage du film de Nils Tavernier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce biopic et nous raconter comment ça s'est déroulé avec l'équipe de tournage? Bien sûr. Alors dans le film, on a quand même d'abord deux acteurs extraordinaires que sont Jacques Gamblin dans le rôle du facteur cheval et Laetitia Casta dans le rôle de l'épouse du facteur cheval. Donc je ne vais pas vous dévoiler le biopic, donc c'est un film qui est consacré à l'histoire du facteur cheval et tout un peu romancé naturellement, donc qui renvoie à la construction de l'œuvre du facteur. Donc on est plutôt sur la deuxième partie de sa vie, entre 30 et 80 ans. Donc voilà, c'est ce qu'incarne Jacques Gamblin. Ce film va raconter la construction du palais et également la relation un peu singulière qu'il avait à sa fille, parce que le facteur cheval finalement a une vie très très triste avec beaucoup de deuils, des deuils à répétition et notamment la mort de sa fille qui a été pour lui un drame puisqu'il écrit Alice amèrement regrettée. C'est dire quand on fait un peu de sémantique, l'amertume, le regret, à quel point il y a de la douleur dans ses propos. Et donc c'est un film qui sortira fin 2018. Et ça a été un moment extraordinaire parce qu'on a reçu 50 personnes pour le tournage du film pendant une semaine et demie. On a été obligé de fermer le palais pour la période. C'était quand même la première fois que ça arrivait parce qu'on est ouvert toute l'année. Et il a fallu dégager toute la végétation pour transformer le jardin en prairie. Voilà, vraiment pour se projeter dans cette époque du facteur. Voilà, ça a été une super belle aventure, des comédiens franchement extra, un Jacques Gamblin complètement habité, qui incarnait magnifiquement le facteur et qui a dit à la fin, qui a remercié toute l'équipe avant de partir et surtout qui nous a dit je tiens à remercier le facteur parce que voilà, il m'a offert le plus beau rôle de ma vie. Nous on a pris ça directement comme ça, on était super émus. Et voilà, je crois que pour lui ça a été de rentrer dans la peau de ce personnage, ça a été aussi un grand moment, donc on a hâte de découvrir. Un rôle très important pour lui. Donc, ouais, on a hâte de découvrir le projet. Puis on a travaillé avec la société Fechner Film, ça n'a pas été facile de monter ce projet. Ce tournage n'a pas été tourné uniquement ici? Il a été tourné ici pour la partie palais et il a été tourné à Mirmande pour la partie village parce qu'il fallait un petit peu, ici on est peut-être trop urbanisé et il fallait un village sans doute un peu plus pittoresque. D'accord, oui. Nous arrivons à la fin de notre périple. Mais avant ça, nous faisons un petit détour par le musée, devant lequel se trouve une exposition d'un artiste qui a été énormément inspiré par notre facteur. Cette partie musée, on l'a ouvert il y a 3 ans et l'idée c'était un peu de raconter l'histoire du facteur, parce que le monument est parfois pour certains un peu compact et c'était important que les gens fassent bien le lien entre l'œuvre et l'histoire de ce facteur. Oui. Donc ici, c'est vraiment un espace où on raconte l'histoire du facteur de façon assez synthétique, avec également un espace où on présente les hommages d'artistes, parce qu'on invite des artistes en résidence régulièrement, et donc on présente des œuvres de ces artistes en résidence. D'accord. Et donc il y a aussi des archives, j'imagine Assez peu d'archives, puisque à l'époque on n'a pas pris le facteur très au sérieux, et ça a mis quand même du temps avant qu'on le prenne au sérieux. Donc on a retrouvé quelques petites choses, on a construit le musée à partir de ces archives, mais c'était une époque où la photographie était émergente, c'était voilà, il n'y a pas grand chose quoi, il n'y a pas grand chose de l'époque. Nous nous trouvons devant l'exposition de Jean Linard qui a donc été entreposé ici parce qu'il a été influencé par Ferdinand Cheval. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu Alors Jean Linard, il a une histoire particulière. Jean Linard, c'est un sculpteur, un céramiste, et il a une histoire particulière avec ce lieu parce qu'il adore le travail du facteur Cheval. Il a fait son premier voyage de noces avec sa première épouse ici, c'était quand même pas rien. Et en fait, c'est un sculpteur qui a construit du côté de Bourges
une espèce de cathédrale en céramique à ciel ouvert qui est splendide. C'était un grand fervent défenseur amoureux de l'œuvre du facteur, dans un tout autre registre, parce qu'on est vraiment sur des créations qui n'ont rien à voir avec celles du facteur, mais en tous les cas, l'analogie, c'est évidemment sa construction. Il a construit une cathédrale monumentale à ciel ouvert, complètement étrange, contemporaine. Enfin, on accueille de nombreux visiteurs finalement qui sont sensibles à cet art un peu singulier. Et on a créé une petite brochure des différents lieux d'art singulier en France, dont la cathédrale Jean Linard. Et pour nous, c'est important de présenter des œuvres d'autres lieux, parce que ça permet de travailler en réseau, en résonance, et puis de faire un petit clin d'œil aussi à Jean Linard qui est décédé. Je suis sûre qu'il aurait été très très heureux de savoir que ces sculptures cohabitaient avec celles du facteur Cheval. Oui, c'est sûr. On n'a pas parlé encore du tombeau de Ferdinand Cheval et qu'il avait donc créé aussi. Tout à fait. Alors le facteur Cheval en fait avait imaginé d'être enterré dans son palais et il avait au sein même du palais créé un tombeau avec une double dalle. Donc effectivement il y avait bien un tombeau dans le palais et pour lui, pour son épouse, double dalle. Et à l'époque, pour des questions de salubrité publique, on n'enterrait plus dans son potager, basta, c'était fini. Donc on lui a dit, tu ne peux pas être enterré dans ton monument. Et donc il achève son palais à 76 ans. On est en 1912. Il reprend sa brouette à 78 ans et il part construire son tombeau au cimetière du village pendant 8 ans, jusqu'à 86 ans. Et il va décéder à 88 ans et il sera enterré dans son tombeau au cimetière du village, alors que lui aurait voulu être enterré dans le tombeau de son monument. Donc il en avait créé deux. Voilà, oui, pour nous, c'est il y a le tombeau, il y a le tombeau. C'est vrai que dans notre approche sémantique, en tous les cas, on parle du tombeau qui est au cimetière. Et voilà, mais effectivement, on peut dire qu'il y avait deux tombeaux. Eh bien, je vous remercie, Marie-Josée, pour toutes ces informations et puis pour la balade. C'est moi qui vous remercie beaucoup de vous être intéressée au lieu puis d'être venue jusque-là. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cette émission est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi donné l'envie d'en connaître un peu plus sur Ferdinand Cheval et son œuvre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur Mistral TV pour une prochaine émission Patrimonie. À bientôt.